Et les Rose-Croix, un silence de mort, poste 120 agneaux palpébo mon œil. Ils observent du néant de leur palais. Je crois que c'est précisément leur silence qui échauffe les esprits. S'ils ne répondent pas, cela veut dire qu'ils sont vraiment là. En 1617, Flood écrit un Tractatus Apologeticus Integritatem Societatis de Rosacruce Defendens. Et dans un De Naturae Secretis de 1618, on dit qu'est venu le moment de dévoiler le secret des Rose-Croix. Et il le dévoile. Penses-tu, il le complique, parce qu'il découvre que si l'on soustrait de 1618 les 188 années promises par les Rose-Croix, on obtient 1430, qui est l'année où est institué l'ordre de la Toison d'Or. Quel rapport? Je ne comprends pas les 188 années, parce qu'il devrait y en avoir 120. Mais quand tu veux faire des soustractions et des additions mystiques, tu retombes toujours sur tes pieds. Quant à la Toison d'Or, c'est celle des Argonautes. Et j'ai appris de sources sûres qu'elle a quelque chose à voir avec le Saint Graal. Et donc, si tu permets, avec les Templiers. Mais ce n'est pas fini. Entre 1617 et 1619, Flood, qui évidemment publié encore plus que Barbara Cartland, fait imprimer 4 autres livres, parmi lesquels son Nutriusque Cosmi Historia, quelque chose comme de courts aperçus sur l'univers, illustrés, tout rose et croix. Mayer prend son courage à deux mains et publie son Silentium Post-Clamores, et soutient que la confrérie existe, que non seulement elle est liée à la Toison d'Or, mais aussi à l'ordre de la Jarretière. Lui, cependant, est une personne probable pour y être reçue. Pense un peu du docte d'Europe. Si ces gens n'acceptent même pas Mayer, il s'agit d'une chose vraiment exclusive. Et donc, toutes les demi-portions font de faux papiers pour être admises. Toutes de dire que les Rose-Croix sont une réalité, toutes d'avouer de ne les avoir jamais vues, toutes d'écrire comme pour fixer un rendez-vous, pour quémander une audience. Personne n'a tout de même le culot de dire « j'en suis ». Certains disent qu'ils n'existent pas parce qu'ils n'ont pas été contactés, d'autres disent qu'ils existent justement pour être contactés. Et les Rose-Croix, muets, comme des carpes. Ouvre la bouche, il te faut de la mamaya. Un délice. En attendant débute la guerre de 30 ans et Johann Valentin Andrea écrit une Touris Babel pour promettre que dans l'année, l'Antéchrist sera vaincu, tandis qu'un certain Irenaeus Amiostius écrit un Tatinabulum Sophorum. Super le Tatinabulum, où je ne comprends pas ce que Foutre il dit, mais il est certain que Campanella, ou quelqu'un à sa place, intervient dans la monarchie espagnole et dit que toute l'histoire Rose-Croix est un divertissement d'esprit corrompu. Et puis ça suffit. En 1621 et en 1623, ils arrêtent tous. Comme ça? Comme ça. Ils se sont lassés, comme les Beatles. Mais seulement en Allemagne. Parce qu'on dirait l'histoire d'un nuage toxique. Ils se déplacent en France. Par une belle matinée de l'an 1623, apparaissent sur les murs de Paris des manifestes Rose-Croix, qui avertissent les bons citoyens que les députés du collège principal de la confrérie se sont transférés là-bas et sont prêts à ouvrir les inscriptions. Cependant, selon une autre version, les manifestes disent clair et net qu'il s'agit de 36 invisibles dispersés de par le monde en groupe de 6 et qui ont le pouvoir de rendre invisibles leurs adeptes. Crénant. De nouveau les 36. Lesquels? Second document des Templiers. Des gens sans imagination. Et puis, il en découle une folie collective. Qui les défend, qui veut les connaître, qui les accuse de diabolisme, alchimie et hérésie, avec Astaroth qui intervient pour les rendre riches, puissants, capables de voler en un clin d'œil d'un lieu à un autre, bref, le scandale du jour. Rusé, c'est Rose-Croix. Il n'y a rien de tel qu'un lancement à Paris pour devenir à la mode. On dirait qu'il a raison parce que, écoute un peu ce qui se passe. Mamma mia, quelle époque! Descartes, lui en personne, au cours des années précédentes, s'était rendu en Allemagne et les avait cherchés. Mais son biographe dit qu'il ne les avait pas trouvés, car, nous le savons, ils circulaient sous des apparences trompeuses. Quand il revient à Paris, après l'apparition des manifestes, il apprend que tout le monde le considère comme un Rose-Croix. Par le temps qui courait, ça n'était pas une belle renommée. Et ça ennuyait aussi son ami Mersenne, qui, contre les Rose-Croix, tempêtait déjà en les traitant de misérables, subversifs, magiciens, cabalistes, dont la seule intention était de semer des doctrines perverses. Et alors, qu'est-ce qu'il va te combiner de Descartes? Il se fait voir à droite et à gauche, partout où il peut. Et puisque tout le monde le voit,
Et c'est incontestable. C'est signe qu'il n'est pas invisible. Donc, pas Rose-Croix. Ça, c'est de la méthode. Il ne suffisait certes pas de nier. Ils avaient fait les choses de telle sorte que si un type venait à ta rencontre et te disait « Bonsoir, je suis un Rose-Croix », c'était signe que tu ne l'étais pas. Le Rose-Croix qui se respecte ne le dit pas. Mieux, il le nie à voix bien haute. Mais on ne peut pas dire que celui qui affirme n'être pas un Rose-Croix l'est forcément. Parce que moi je dis que je ne le suis pas, et ce n'est pas pour ça que je le suis. Mais le nier est déjà un indice suspect. Non. Car que fait le Rose-Croix quand il a compris que les gens ne croient pas ceux qui disent l'être, et soupçonnent ceux qui disent ne l'être pas? Il commence à dire qu'il l'est, pour faire croire qu'il ne l'est pas. Diable! Alors dorénavant, tous ceux qui disent être Rose-Croix mentent, et par conséquent, ils le sont vraiment. Oh non, pas Rose. Ne tombons pas dans leur piège. Eux, ils ont des espions partout, jusque sous ce lit. Et donc, ils savent désormais que nous savons. Donc, ils disent qu'ils ne le sont pas. Mon amour, à présent, j'ai peur. Sois calme, mon amour. Je suis ici, moi qui suis stupide. Quand ils disent qu'ils ne le sont pas, moi, je crois qu'ils le sont. Et comme ça, je les démasque tout de suite. Le Rose-Croix démasqué devient inoffensif. Et tu le fais sortir par la fenêtre en agitant le journal. Et indigné, lui, il tente de nous faire croire qu'il est le comte de Saint-Germain, évidemment, afin que nous pensions qu'il ne l'est pas. Donc, il est Rose-Croix ou non? Écoute, Amparo, on dort? Ah non, maintenant je dois entendre la fin. Bouillie générale, tous Rose-Croix. En 27 paraît la Nouvelle Atlantide de Bacon, et les lecteurs pensent qu'il parlait du pays des Rose-Croix, même s'il ne le nommait jamais. Le pauvre Johann Valentin Andrea meurt en continuant à se parjurer, ou ça n'avait pas été lui, ou si ça avait été lui, c'était pour rire, mais maintenant la chose est faite. Avantagés par leur non-être, les Rose-Croix sont partout. Comme Dieu. À présent que tu m'y fais penser, voyons, Mathieu, Luc, Marc et Jean sont une bande de joyeux compères qui se réunissent quelque part et décident de faire un concours, inventent un personnage, établissent un petit nombre de faits essentiels, et puis allez, pour le reste, chacun est libre, et puis on voit qui a mieux fait. Après quoi les 4 récits finissent dans les mains d'Ali qui commence à pontifier. Mathieu est assez réaliste, mais il insiste trop avec cette affaire du Messie. Marc est pas mal, il est un peu désordonné. Luc est élégant, il faut bien l'admettre. Jean exaspère avec la philosophie. Mais en somme, les livres plaisent, circulent de main en main. Et quand les 4 hommes se rendent compte de ce qui se passe, il est trop tard. Paul a déjà rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Pline commence son enquête sur ordre de l'empereur soucieux. Une légion d'apocryphes font semblant d'en savoir long, eux aussi. Toi, apocryphe lecteur, mon semblable, mon frère. Pierre se monte la tête, se prend au sérieux. Jean menace de dire la vérité. Pierre et Paul le font capturer, on l'enchaîne dans l'île de Patmos. Et le pauvre commence à avoir des visions. Il voit les sauterelles sur le montant de son lit. Faites taire ces trompettes. D'où vient tout ce sang? Et les autres de dire qu'il boit, que c'est l'artériosclérose. Et si ça s'était vraiment passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Lis Feuerbach au lieu de tes vieux bouquins. Amparo, c'est l'aube. On est fou. L'aurore aux doigts de Rose-Croix caresse doucement l'onde. Oui, c'est comme ça. C'est Yemanja. Écoute, elle vient. Fais-moi des Louis-Briard. Oh, le tintinabulum. Tu es mon Atalanta Fugiens. Oh, la touriste Babel. Je veux les arcana arcanissima, la toison d'or, pas les roses comme un coquillage marin. Chut. Silentium post clamores, dit-elle. Il est probable que la plupart des prétendus Rose-Croix. Nous revînmes à Rio et je repris mon travail. Un jour, dans une revue illustrée, je vis qu'il existait dans la ville un ordre de la Rose-Croix ancien et accepté. Je proposai à Amparo d'aller donner un coup d'œil, et elle me suivit à contre-cœur. Le siège se trouvait dans une rue secondaire. À l'extérieur, il y avait une vitrine avec des statuettes en plâtre qui reproduisaient Khéops, Néfertiti, le Sphinx. Séance plénière justement cet après-midi-là. Les Rose-Croix et l'Umbanda. Orateur, un certain professeur Bramanti, référendaire de l'ordre en Europe, chevalier secret du Grand Prieuré in partibus de Rhodes, Malte et Thessalonique. Nous décidâmes d'entrer.
L'endroit était plutôt mal arrangé, décoré de miniatures tantriques qui représentaient le serpent Kundalini, celui que les Templiers voulaient réveiller avec leur baiser sur le derrière. Je me dis qu'en fin de compte, cela ne valait pas la peine de traverser l'Atlantique pour découvrir le nouveau monde, étant donné que j'aurais pu voir la même chose au siège de la Picatrix. Derrière une table recouverte d'un drap rouge, et devant un parterre plutôt clairsemé et assoupi, se trouvait Bramonti, un monsieur corpulent que, n'eût été sa masse, on aurait pu taxer de tapir. Il avait déjà commencé à parler, avec rondeur oratoire, mais pas depuis longtemps parce qu'il s'entretenait les Rose-Croix au temps de la 18e dynastie, sous le règne d'Ahmosis Ier. 4 seigneurs voilés veillaient sur l'évolution de la race qui, 25 000 ans avant la fondation de Thèbes, avait donné naissance à la civilisation du Sahara. Le pharaon Ahmosis, influencé par eux, avait fondé une grande fraternité blanche, gardienne de cette sagesse prédiluvienne que les Égyptiens possédaient sur le bout des doigts. Bramonti soutenait qu'il avait des documents, naturellement inaccessibles aux profanes, qui remontaient aux sages du temple de Karnak et à leurs archives secrètes. Le symbole de la rose et de la croix avait été ensuite conçu par le pharaon Akhenaton. Quelqu'un a le papyrus, disait Bramonti, mais ne me demandez pas qui. Dans la ruchée de la grande fraternité blanche s'était formé Hermès Trismégiste, dont l'influence sur la Renaissance italienne était aussi irréfutable que son influence sur la gnose de Princeton, Homère, les druides des Gaules, Salomon, Solon, Pythagore, Plotin, les Esséniens, les thérapeutes, Joseph d'Arimathie qui a apporté le Graal en Europe, Alcuin, le roi d'Agobert, saint Thomas, Bacon, Shakespeare, Spinoza, Jacob Böhm et Debussy, Einstein. Amparo me murmura qu'il lui semblait ne manquer que Néron, Cambronne, Geronimo, Pancho Villa et Buster Keaton. En ce qui concerne l'influence des Rose-Croix, originaire sur le christianisme, Bramonti relevait, pour qui n'aurait pas encore fait le rapprochement, que ce n'était pas un hasard si la légende voulait que Jésus fût mort sur la croix. Les sages de la grande fraternité blanche étaient les mêmes qui avaient fondé la première loge maçonnique au temps du roi Salomon. Que Dante fut Rose-Croix et maçon, comme d'autres par saint Thomas, s'était inscrit en toutes lettres dans son œuvre. Dans les chants 24 et 25 du paradis, on trouve le triple baiser du prince Rose-Croix, le pélican, les tuniques blanches, les mêmes que celles des vieillards de l'Apocalypse, les 3 vertus théologales des chapitres maçonniques, foi, espérance et charité. En effet, la fleur symbolique des Rose-Croix, la rose blanche des chants 30 et 31, a été adoptée par l'Église de Rome comme figure de la mère du Sauveur, d'où la Rosa Mystica des litanies. Et que les Rose-Croix eussent traversé les siècles médiévaux était proclamé non seulement par leur infiltration chez les Templiers, mais par des documents beaucoup plus explicites. Bramonti citait un certain Kaysewetter, qui à la fin du siècle passé avait démontré que les Rose-Croix du Moyen-Âge avaient fabriqué 4 quintaux d'or pour le prince électeur de Saxe. Preuve en main, la page précise du Theatrum Scenicum, publié à Strasbourg en 1613. Cependant, rares sont ceux qui ont remarqué les références templières dans la légende de Guillaume Tell. Tell taille sa flèche dans une branche de gui, plante de la mythologie arienne, et atteint la pomme, symbole du 3e œil activé par le serpent Kundalini, et on sait que les Ariens venaient de l'Inde, où iront se cacher les Rose-Croix lorsqu'ils abandonnent l'Allemagne. Quant aux différents mouvements qui prétendent renouer, fût-ce avec beaucoup de puérilité avec la grande fraternité blanche, Bramonti reconnaissait par contre comme assez orthodoxe le Rosicrucian Fellowships de Max Heindel, mais seulement parce que dans ce milieu s'était formé Allan Kardec. Tout le monde disait que Kardec a été le père du spiritisme et que c'est à partir de sa théosophie, qui envisage le contact avec les âmes du trépassé, que s'est formée la spiritualité Umbanda, gloire du très noble Brésil. Dans cette théosophie, Aumbanda est une expression sanscrite qui désigne le principe divin et la source de la vie. Ils nous ont de nouveau trompés, murmura Amparo. Même Umbanda n'est pas un moineau, d'Africain il n'a que le sang. La racine est Om ou qui de fait est le Om bouddhiste et le nom de Dieu dans la langue adamique. Est une syllabe qui, prononcée exactement, se transforme en un puissant mantra et provoque des courants fluidiques d'harmonie dans la psyché à travers la chakra ou plexus frontal.
C'est quoi le plexus frontal demanda Amparo. Un mal incurable? Bramante précisa qu'il fallait distinguer entre les vrais Rose-Croix, héritiers de la grande fraternité blanche, évidemment secrets, comme l'ordre ancien et accepté, qu'indignement ils représentaient, et les Rosicruciens, c'est-à-dire tous ceux qui, pour des raisons d'intérêt personnel, s'inspireraient de la mystique Rose-Croix sans y avoir droit. Il recommanda au public de ne prêter foi à aucun Rosicrucien qui se qualifierait de Rose-Croix. Amparo observa que tout Rose-Croix est le Rosicrucien de l'autre. Un imposant au milieu du public se leva et lui demanda comment il se faisait que son ordre prétendait à l'authenticité alors qu'il violait la règle du silence, caractéristique de tout véritable adepte de la grande fraternité blanche. Bramante se leva à son tour et dit « Je ne savais pas que Ménicis infiltrait les provocateurs à la solde du matérialisme athée. Dans ces conditions, je ne parle plus. » Et il sortit, non sans une certaine majesté. Ce soir-là, Aguillier téléphona, demandant de nos nouvelles et nous avertissant que le lendemain nous serions enfin invités à un rite. En attendant, il me proposait de boire quelque chose. Amparo avec une réunion politique avec ses amis, je me rendis seul au rendez-vous. Valentiniani per ambiguïtates bilingues. Aguillier m'invita à visiter un endroit où on faisait encore une batida comme seuls savent les faire des hommes sans âge. Nous sortîmes en quelques pas de la civilisation de Carmen Miranda et je me retrouvai dans un lieu obscur où des natifs du pays fumaient un tabac gras comme une saucisse, roulé en corde de vieux marins. On manipulait les câbles avec le bout des doigts. On en obtenait des feuilles larges et transparentes et on les roulait dans des papiers de paille huileux. Il fallait rallumer souvent, mais on comprenait ce qu'était le tabac quand le découvrit Sir Walter Raleigh. Je lui racontai mon aventure de l'après-midi. Les Rose-Croix aussi, maintenant. Votre désir de savoir est insatiable, mon ami. Mais ne prêtez pas l'oreille à ce que disent ces fous. Ils parlent tous de documents irréfutables, personne ne les a jamais montrés. Ce Bramante, je le connais. Il habite à Milan, sauf qu'il le vole par le monde pour répandre son verbe. Il est inoffensif, mais il croit encore à Kiesewetter. Des légions de Rosicruciens s'appuient sur cette page du Theatrum Chemicum. Et si vous allez le consulter, et en toute modestie, il fait partie de ma petite bibliothèque milanaise. La citation ne s'y trouve pas. Un rigolo, ce monsieur Kiesewetter. Dès plus cité. C'est que les occultistes du XIXe siècle aussi ont été victimes de l'esprit du positivisme. Une chose n'est vraie que si on peut la prouver. Voyez le débat sur le corpus hermeticum. Quand il fut introduit en Europe, au XVe siècle, Pic de la Mirandole, Ficin et bien d'autres personnes de grande sagesse virent la vérité. Ce devait être l'œuvre d'une très ancienne sapience, antérieure aux Égyptiens, antérieure à Moïse lui-même, parce qu'on y trouve déjà des idées que plus tard énonceraient Platon et Jésus. Comment plus tard? Ce sont les mêmes arguments de Bramante sur Dante Masson. Si le corpus répète les idées de Platon et de Jésus, cela signifie qu'il a été écrit après eux. Vous voyez, vous aussi. Et en effet, ce fut l'argument des philologues modernes, qui y ajoutèrent aussi de fumeuses analyses linguistiques pour montrer que le corpus avait été écrit entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère. Comme qui dirait que Cassandre était née après Homère parce qu'elle savait déjà que Troie serait détruite. C'est une vision moderne de croire que le temps est une succession linéaire et orientée qui va de A vers B. Il peut aussi aller de B vers A, et l'effet produit la cause. Qu'est-ce que cela veut dire, venir avant et venir après? Notre splendide Amparo vient avant ou après ses ancêtres confus? Elle est trop belle, si vous permettez un jugement sans passion à qui pourrait être son père. Elle vient donc avant. Elle est l'origine mystérieuse de ce qui a contribué à la créer. Mais à ce point, c'est le concept de ce point qui est erroné. Les points sont placés par la science, après par Ménide, pour établir d'où à où quelque chose se meut. Rien ne se meut. Et il y a un seul point. Le point d'où s'engendrent en un même instant tous les autres points. L'ingénuité des occultistes du XIXe siècle et de ceux de notre temps, c'est de démontrer la vérité de la vérité, avec les méthodes du mensonge scientifique.
Il ne faut pas raisonner selon la logique du temps, mais selon la logique de la tradition. Tous les temps se symbolisent entre eux, et donc le temple invisible des Rose-Croix existe, et a existé en tout temps, indépendamment des flux de l'histoire, de votre histoire. Le temps de la révélation dernière n'est pas le temps des horloges. Ces liens s'établissent dans le temps de l'histoire subtile, où les avant et les après de la science comptent fort peu. Mais en somme, tous ceux qui soutiennent l'éternité des Rose-Croix, des bouffons scientistes, parce qu'ils cherchent à prouver ce qu'on doit au contraire savoir, sans démonstration. Vous croyez que les fidèles que nous verrons demain soir savent ou sont en mesure de démontrer tout ce que leur a dit Kardec? Ils savent parce qu'ils sont disposés à savoir. Si nous avions tous gardé cette sensibilité au secret, nous serions éblouis de révélations. Il n'est pas nécessaire de vouloir, il suffit d'être disposé. Mais en somme, et je m'excuse si je suis banal, les Rose-Croix existent ou pas? Que signifie exister? À vous l'honneur. La grande fraternité blanche, que vous les appeliez Rose-Croix, que vous les appeliez chevalerie spirituelle, dont les Templiers sont une incarnation occasionnelle, est une cohorte de sages, très peu d'élus, qui voyagent à travers l'histoire de l'humanité pour préserver un noyau de sapience éternelle. L'histoire ne se développe pas au hasard, elle est l'œuvre des seigneurs du monde, auxquels rien n'échappe. Naturellement, les seigneurs du monde se défendent par le secret, et donc, chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un qui se dit seigneur, ou Rose-Croix, ou Templier, celui-là mentira. Il faut le chercher ailleurs. Et alors, cette histoire continue à l'infini. C'est ainsi, et c'est l'astuce des seigneurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que les gens sachent? Qu'il y a un secret. Autrement, pourquoi vivre si tout était ainsi qu'il apparaît? Et quel est le secret? Ce que les religions révélées n'ont pas su dire. Le secret se trouve au-delà. Les visions sont blanc, bleu, blanc, rouge clair. Vint le soir promis. Comme à Salvador, c'est Tablier qui passe à nous chercher. La tente où se déroulerait la session, où Gira, était dans une zone plutôt centrale, si on peut parler de centre dans une ville qui étend ses langues de terre au milieu de ses collines, jusqu'à lécher la mer, si bien que vue d'en haut, éclairée dans le soir, elle a l'air d'une chevelure avec des plaques sombres d'alopécie. Vous vous souvenez, ce soir il s'agit d'Umbanda. On n'aura pas de possession de la part des Orixas, mais des Ibuns, qui sont des esprits du trépassé. Et puis, de la part de l'Exou, l'Hermès africain que vous avez vu à Bahia, et de sa compagne, la Pompa-Gira. L'Exou est une divinité Yoruba, un démon enclin au maléfice et à la plaisanterie. Mais il existait un dieu facétieux dans la mythologie amérindienne aussi. Et les trépassés, qui sont-ils? Prétos-Vélos et Caboclos. Les Prétos-Vélos sont de vieux sages africains qui ont guidé leurs jantes au temps de la déportation, comme Rei Congo ou Pai Agostino. Ils sont le souvenir d'une phase mitigée de l'esclavagisme, quand le nègre n'est plus un animal et devient un ami de la famille, un oncle, un grand-père. Les Caboclos sont par contre des esprits indios, des forces vierges, la pureté de la nature originelle. Dans l'Umbanda, les Orixas africains restent à l'arrière-plan, désormais tout à fait sacrétisés avec les saints catholiques, et ils n'interviennent que ces entités. Ce sont elles qui produisent la transe. Le médium, le cavallo, à un certain point de la danse, sent qu'il est pénétré par une entité supérieure et perd la conscience de soi. Il danse tant que l'entité divinité ne l'a pas abandonné, et après il se sentira mieux, limpide et purifié. Les bienheureux, dit Amparo. Bienheureux, oui, dit Avilliers. Ils entrent en contact avec la terre-mère. Ces fidèles ont été déracinés, jetés dans l'horrible creuset de la ville, et comme disait Spengler, l'Occident mercantile, au moment de la crise, s'adresse de nouveau au monde de la terre. Nous arrivâmes. De l'extérieur, la tente avait l'air d'un édifice ordinaire. Là aussi, on entrait par un jardinet plus modeste que celui de Bahia, et devant la porte du Baracao, une sorte de magasin, nous trouvâmes la statuette de l'Exou, déjà entourée de formes propitiatoires. Tandis que nous entrions, Amparo me tira de côté. Moi, j'ai déjà tout compris. Tu n'as pas entendu? Le tapis
la conférence parlait d'époque arienne, celui-ci parle du déclin d'Occident. Blut und Boden, sang et terre, c'est du pur nazisme. Ce n'est pas aussi simple, mon amour, nous sommes sur un autre continent. Merci pour l'information, la grande fraternité blanche, elle vous a conduit à manger notre Dieu. Ça, ce sont les catholiques, mon amour, ça n'est pas la même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas entendu Pythagore, Dante, la Vierge Marie et les maçons, toujours pour nous posséder, nous. Faites l'umbanda, ne faites pas l'amour. Alors, la syncrétisée, c'est toi. Allons voir, allons. Ça aussi, c'est de la culture. Il n'y a qu'une seule culture. Pendre le dernier prêtre avec les boyaux du dernier Rose-Croix. Habillé nous fit signe d'entrée. Si l'extérieur s'avait la modeste, l'intérieur éclatait en une flambée de couleurs violentes. C'était une salle quadrangulaire avec une partie réservée à la Dante et Cavalos, l'autel au fond, protégé par une grille, derrière laquelle se dressait l'estrade des tambours, les atabaques. L'espace rituel était encore vide, tandis que par-delà la grille s'agitait déjà une foule composite, fidèles, curieux, blancs et noirs mélangés, d'entre lesquels se détachaient les médiums et leurs assistants, les cambonos, habillés de blanc, certains les pieds nus, d'autres avec des tennis. L'autel me frappa aussitôt. Retos velos, caboclos aux plumes multicolores, des seins qui auraient pu ressembler à des pains de sucre, n'eussent été leur dimension pentagoélique. Saint-Georges avec sa cuirasse scintillante et le manteau écarlate, les saints Cauves et Damiens, une vierge transpercée d'épée et un Christ impudiquement hyper-réaliste, les bras ouverts comme le Rédempteur de Corcovado, mais en couleur. Manquaient les oryxas, mais on en ressentirait la présence dans les visages des assistants et dans les effluves douceâtres de canne et de nourriture cuite, dans l'odeur âcre de tant de transpiration due à la chaleur et à l'excitation pour la gira imminente. Le pays des Santos s'avança, qui s'assit près de l'autel et accueillit quelques fidèles et les autres, les perfumant avec les expirations denses de son cigare, les bénissant et leur offrant une tasse de liqueur, comme pour un rapide rite eucharistique. Je m'agenouillai avec mes compagnons et je bus. Je remarquai, en voyant un caboto qui versait le liquide d'une bouteille, que c'était du Dubonnet. Mais je m'obligeai à le boire à petites gorgées comme s'il s'agissait d'un élixir de longue vie. Sur l'estrade, les atabaques faisaient déjà du bruit, à coups sourds, alors que les initiés entonnaient un chant propitiatoire à l'exou et à la pomba gira. Seu Trancaruas et Mojuba, et Mojuba, et Mojuba. C'était Encruziladas et Mojuba, et Mojuba, et Mojuba. Seu Marabé et Mojuba. Seu Tiriri et Mojuba. Exu Venudo et Mojuba. À Pomba gira et Mojuba. Commencèrent à s'exhaler les lourdes fumées d'un encens indien que le pays des Santos faisait sortir d'un encensoir en prononçant des oraisons particulières à Oxala et à Nossa Senhora. Les atabaques accélérèrent le rythme et les cavalos envahirent l'espace devant l'autel, cédant peu à peu à la fascination des pontos. La plupart étaient les femmes et Amparo ironisa sur la faiblesse de son sexe. Nous sommes plus sensibles, n'est-ce pas? Parmi les femmes, il y avait quelques européennes. Adélie nous indiqua une blonde, une psychologue allemande, qui suivait le rite depuis des années. Elle avait tout essayé, mais si on n'est pas prédisposé et préféré, c'est inutile. La transe n'arrivait jamais pour elle. Elle dansait les yeux perdus dans le vide, tandis que les atabaques ne laissaient pas de répit à ses mères et aux nôtres. D'aigres fumigations envahissaient la salle et étourdissaient les pratiquants et l'assistance, prenant tout le monde, je crois, et moi en tout cas, à l'estomac. Mais ça m'était arrivé aussi aux escolas de samba, à Rio. Je savais la puissance psychologique de la musique et du bruit. Celle-là même à laquelle sont soumis nos fiévreux du samedi soir dans les discothèques. L'Allemande dansait, les yeux écarquillés. Elle demandait l'oubli dans chaque mouvement de ses membres hystériques. Petit à petit, les autres filles des Santos tombaient en extase, renversaient la tête en arrière, s'agitaient comme liquide, naviguaient dans une mer d'amnésie, et elle, tendue, pleurante, presque, bouleversée, telle qui cherche désespérément d'atteindre l'orgasme, et se démène et s'essouffle et ne décharge pas ses humeurs. Elle cherchait à perdre le contrôle, et elle le retrouvait à chaque instant. Pauvre teutonne malade de classin bien tempérée. Les élus accomplissaient pendant ce temps-là le saut dans le vide. Leur regard devenait atone. Leurs membres se roidissaient,
Leurs mouvements se faisaient de plus en plus automatiques, mais non fortuits, parce qu'ils révélaient la nature de l'entité qui les visitait. Moelleux, certains, avec les mains qui bougeaient de côté, paumes baissées comme nageant, d'autres voûtés avec des mouvements lents. Et les cambonos recouvraient d'un lin blanc pour les soustraire à la vision de la foule, ceux qui avaient touché un esprit excellent. Certains cavalos secouaient violemment le corps et les possédés par des prétos vélos émettaient des sons sourds. Remuant le corps incliné en avant, tel un vieux qui s'appuierait à une canne, avançant la mâchoire, prenant des physionomies amaigries et édentées. Les possédés par les caboclos émettaient au contraire des cris stridents de guerriers. Yaou! Et les cabonos s'exprimaient à soutenir ceux qui ne résistaient pas à la violence du dos. Les tambours battaient. Les pontos s'élevaient en l'air épais de fumée. Je donnai le bras à Amparo et soudain, je sentis ses mains transpirer. Son corps tremblait. Elle avait les lèvres entrouvertes. « Je ne me sens pas bien, dit-elle. Je voudrais sortir. » Aguillier se rendit compte de l'incident et m'aida à l'accompagner dehors. Dans l'air du soir, elle se remit. « C'est rien, dit-elle. Je dois avoir mangé quelque chose, et puis ces parfums et la chaleur. » « Non, dit le paille des Santos qui nous avait suivis. C'est que vous avez des qualités médiumniques. Vous avez bien réagi aux pontos. Je vous observais. Suffit, cria Amparo. Et il ajouta quelques mots dans une langue que je ne connaissais pas. Je vis le paille des Santos pâlir ou devenir gris, comme on disait dans les romans d'aventure quand alissaient les hommes à la peau noire. Ça suffit, j'ai nausé, j'ai mangé quelque chose que je ne devais pas. S'il vous plaît, laissez-moi ici pour une bouffée d'air, rentrez. Je préfère rester seul, je ne suis pas une invalide. Nous la contemplâmes. Mais au moment où je rentrais, après l'interruption en plein air, les parfums, les tambours, la sueur maintenant envahissante qui imprégnait chaque corps, et l'air même vicié, agirent comme une gorgée d'alcool sur ce qui se remet à boire après une longue abstinence. Je me passai une main sur le front et un vieux m'offrit un agogo, un petit instrument doré, une sorte de triangle muni de clochette qu'on percutait avec une baguette. « Montez sur l'estrade, dit-il, jouez, ça nous fera du bien. » Il y avait de la sapience homéopathique dans ce conseil. Je frappai sur l'agogo, cherchant à me mettre au rythme des tambours, et peu à peu j'entrai dans l'événement. Y participant, je le dominais. Je déchargeais ma tension par les mouvements de mes jambes et de mes pieds. Je me libérais de ce qui m'entourait en le provoquant et en l'encourageant. Plus tard, Aguillier me parlerait de la différence entre qui connaît et qui pâtit. Au fur et à mesure que les médiums entraient en transe, les cabanos les conduisaient sur le pourtour du local, les faisaient asseoir, leur offraient cigares et pipes. Les fidèles exclus de la possession couraient s'agenouiller à leurs pieds, leur parlaient à l'oreille, écoutaient leurs conseils, recevaient leur afflux bénéfique, se répandaient en confession, en tiraient soulagement. Certains donnaient les signes d'un début de transe, que les cabanos encourageaient avec modération, les reconduisant ensuite au milieu de la foule, maintenant plus détendue. Sur l'air des danseurs se remuaient encore beaucoup de candidats à l'extase. L'Allemande, au peu moins naturel, s'agitait en attendant d'être agitée, mais en vain. Certains avaient été pris par l'exou et exhibaient une expression mauvaise, sournoise, rusée, se déplaçant par saccades désarticulées. Ce fut à cet instant que je vis Amparo. À présent, je sais que Essed n'est pas seulement la séphira de la grâce et de l'amour. Comme le rappelait Diatélévi, c'est aussi le moment de l'expansion de la substance divine qui se répand vers son infinie périphérie. Elle est soin des vivants envers les morts, mais quelqu'un doit bien avoir dit qu'elle est aussi soin des morts envers les vivants. Frappant l'agogo, je ne suivais plus ce qui se passait dans la salle, occupé comme je l'étais à contrôler mes gestes et à me laisser guider par la musique. Amparo devait être rentrée depuis une dizaine de minutes, et elle avait certainement éprouvé le même effet que moi peu auparavant. Mais personne ne lui avait donné un agogo, et sans doute n'en aurait-elle pas voulu. Ailée par des voix profondes, elle s'était dépouillée de toute volonté de défense. Je la vis se jeter d'un coup au milieu de la danse, s'arrêter, le visage anormalement tendu vers le haut, le cou presque rigide, puis s'abandonner sans mémoire à une sarabande lascive, avec ses mains qui suggéraient le fond de son propre corps. « À Pomba Gira !» s'écrièrent quelques-uns heureux du miracle.
parce que ce soir-là, la diablesse ne s'était pas encore manifestée. Oh, c'est un manto he devenido, rebordado todo en oro. Oh, c'est un garçon et de prata, minuto grande et c'est un tesoro, tomba giradas almas, ven toma chocho. Je n'osais pas intervenir. Peut-être accélérais-je les battements de ma verge de métal pour m'unir charnellement à ma maîtresse, ou à l'esprit chtonien qu'elle incarnait. Les cambonneuses prirent soin d'elle. Ils lui firent revêtir la robe rituelle, la soutinrent, tandis qu'elle terminait sa transe, brève mais intense. Ils m'accompagnèrent s'asseoir quand désormais elle était moite de sueur et respirait péniblement. Elle refusa d'accueillir ceux qui accouraient mendier les oracles, et elle se mit à pleurer. La gira touchait à sa fin. J'abandonnai l'estrade et me précipitai auprès d'elle. Aglier était déjà en train de lui masser légèrement les tempes. « Quelle honte !» disait Camparou. « Moi qui n'y crois pas, moi qui ne voulais pas. Mais comment ai-je pu ?»« Ça arrive, lui disait Aglier avec douceur. « Mais alors, il n'y a point de rédemption, pleurait Camparou. Je suis encore une esclave. Attends-toi, me dit-elle avec rage. Je suis une sale pauvre négresse, donnez-moi un maître, je le mérite. » Ça arrivait aussi aux Blonzakines, la réconfortait Aglier. C'est la nature humaine. Camparou demanda qu'on la conduisît aux toilettes. Le rite se terminait. Seule, au milieu de la salle, l'Allemande dansait encore, après avoir suivi d'un regard envieux ce qui était arrivé à Camparou. Mais elle remuait maintenant avec une obstination résignée. Camparou revint après une dizaine de minutes, alors que nous prenions déjà congé du pays des Santos, qui se réjouissait pour la splendide réussite de notre premier contact avec le monde des morts. Aglier roula en silence dans la nuit désormais bien avancée. Il fit le geste de nous saluer quand il s'arrêta devant notre hôtel. Camparou dit qu'elle préférait monter seule. « Pourquoi ne vas-tu pas faire 2 pas ?» dit-elle. « Reviens quand je serai déjà endormi, je prendrai un comprimé. Excusez-moi tous les deux, je vous l'ai dit, je dois avoir mangé quelque chose de mauvais. Toutes ces filles avaient mangé et bu quelque chose de mauvais. Je hais mon pays. Bonne nuit. » Aglier comprit mon malaise et me proposa d'aller nous asseoir dans un bar de Copacabana, ouvert toute la nuit. Je me taisais. Aglier attendit que je commence à siroter ma batida, puis il rompit le silence et la gêne. La race ou la culture, si vous voulez, constitue une part de notre inconscient. Et une autre part est habitée par des figures archétypiques égales pour tous les hommes et pour tous les siècles. Ce soir, le climat, l'atmosphère ont affaibli notre vigilance à tous. Vous l'avez éprouvé sur vous-même. Camparou a découvert que les Oryxas qu'elle croyait avoir détruits dans son cœur habitaient encore dans son ventre. Ne croyez pas que ce fait soit positif à mes yeux. Vous m'avez entendu parler avec respect de ces énergies surnaturelles qui vibrent autour de nous dans ce pays. Mais ne croyez pas que je vois avec une sympathie particulière les pratiques de possession. Être un initié et être un mystique, ce n'est pas la même chose. L'initiation, la compréhension intuitive des mystères que la raison ne peut expliquer, est un processus abyssal, une lente transformation de l'esprit et du corps qui peut amener à l'exercice de qualités supérieures, et jusqu'à la conquête de l'immortalité. Mais c'est quelque chose d'intime, de secret. Elle ne se manifeste pas à l'extérieur, elle est pudique, et surtout elle est faite de lucidité et de détachement. C'est pour cela que les seigneurs du monde sont des initiés, mais ils ne s'abandonnent pas à la mystique. Le mystique est pour eux un esclave, le lieu d'une manifestation du lumineux à travers lequel on épie les symptômes d'un secret. L'initié encourage le mystique, il s'en sert, comme vous vous servez d'un téléphone, pour établir des contacts à distance. Comme le chimiste se sert du papier tournesol pour savoir qu'en un certain lieu agit une substance. Le mystique est utile parce qu'il est théâtral. Il s'exhibe. Les initiés, par contre, se reconnaissent seulement entre eux. L'initié contrôle les forces dont pâtit le mystique. En ce sens, il n'y a pas de différence entre la possession des Cavalos et les extases de Sainte Thérèse d'Ávila ou de Saint Juan de la Cruz. Le mysticisme est une forme dégradée de contact avec le divin. L'initiation est le fruit d'une longue ascèse de l'esprit et du cœur.
Le mysticisme est un phénomène démocratique, sinon démagogique. L'initiation est aristocratique. Un fait mental et non charnel? En un certain sens. Notre Amparo surveillait férocement son esprit et ne se gardait pas de son corps. Le laïc est plus faible que nous. Il était très tard. Aguillé me révéla qu'il s'apprêtait à quitter le Brésil. Il me laissa son adresse à Milan. Je rentrai à l'hôtel et trouvai Amparo endormie. Je m'allongeai en silence à côté d'elle dans le noir et je passai une nuit sans sommeil, avec l'impression d'avoir contre moi un être inconnu. Le matin suivant, Amparo me dit d'un ton sec qu'elle allait à Pétropolis rendre visite à une amie. Nous nous saluâmes avec gêne. Elle partit, un sac de toile à la main et un volume d'économie politique sous le bras. Pendant 2 mois, elle ne donna pas de nouvelles, et je ne la cherchais pas. Puis, elle m'écrivit une courte lettre, très évasive. Elle me disait qu'elle avait besoin d'une période de réflexion. Je ne lui répondis pas. Je ne trouvais ni passion, ni jalousie, ni nostalgie. Je me sentais vide, lucide, propre et limpide comme une casserole d'aluminium. Je restai encore 1 an au Brésil, mais en me sentant désormais sur le départ. Je ne vis plus Aguillé, je ne vis plus les amis d'Amparo. Je passais des heures très longues sur la plage, à prendre le soleil. Je faisais voler les cerfs-volants qui, là-bas, sont très beaux. Vous avez entendu la première partie du Pendule de Foucault d'Umberto Eco, interprétée par François Berland. Réalisation, Arnaud Masson.